pays en Europe ont actuellement une monarchie. Nos rois et nos reines servent-ils à quelque chose ou faut-il décapiter ces institutions anachroniques de chef? Pour répondre à vos questions, que vous soyez sujet ou citoyen, nous avons le roi européen du Gotha, Stéphane Bern, en duplex depuis Paris. Stéphane Bern, bonjour. Bonjour Alex, bonjour à tous. Alors, vous connaissez l'émission iTalk, des questions rapides, des réponses très rapides, à commencer par celle-ci assez basique. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Owen Brown, je suis né en Belgique et je voudrais savoir à quoi ça sert d'avoir encore un roi. Merci. Voilà, pour commencer le jeu. Écoutez, un roi, ça peut paraître décoratif, mais c'est comme une clé de voûte. Vous arrachez la clé de voûte et tout l'édifice s'effondre. En quelque sorte, c'est le ciment d'une nation. C'est un ambassadeur, c'est un symbole national qui permet de rassembler. C'est comme si vous aviez un arbitre, et pour un arbitre, ça ne peut pas être le capitaine d'une des deux équipes. Je crois que tous les amateurs de foot comprennent très bien la métaphore. Oui, mais il y a des nations qui s'en passent très bien, notamment la vôtre, Stéphane Bern. Eh bien justement, et si ça se passait bien, on n'aurait pas au cœur de notre débat la question de l'identité au pouvoir, justement. Vous voyez, comme dans un parti, on peut se déchirer. Donc au plus haut niveau de l'État, je crois qu'il faut différencier les choses. Il y a la symbolique d'une nation et d'un État, et en même temps, il y a la vie politique avec un gouvernement et l'alternance. On le voit en Espagne, on le voit en Grande-Bretagne, on le voit en Belgique. Ça marche assez bien, finalement. Le tout, c'est de préserver l'unité de la nation et de préserver son identité, notamment à l'extérieur. On voit par exemple que les rois sont devenus des ambassadeurs, des VRP. Surtout en période de crise, ils prennent leurs valises, ils vont vendre le label national partout dans le monde et ils ouvrent les portes pour faire du commerce. Parce que c'est aussi ça, finalement, sont devenus des VRP de luxe d'une certaine manière. Une autre question pour Stéphane Bern. Bonjour, moi c'est Antoine de Lyon. Pouvez-vous me dire pourquoi des peuples de pays qui n'ont pas de monarchie sont fascinés par les pays qui en ont une? C'est vrai que des nations, notamment la France, les gens sont fascinés par ce qui se passe en Grande-Bretagne notamment. Pourquoi ? Il y a deux raisons à cela. D'une part, parce que je pense qu'il y a peut-être un complexe, un phénomène, une culpabilisation secrète, sans doute, d'avoir décapité la tête de notre roi. Et donc, il y a une fascination. Non, moi, je ne l'éprouve pas, mais je peux comprendre. Et puis ensuite, c'est parce qu'on demande à notre chef de l'État d'être à la fois la reine d'Angleterre et David Cameron, le Premier ministre. Et c'est très compliqué. Donc, il y a cette schizophrénie permanente. Mais c'est vrai que le général de Gaulle, déjà, disait « Les Français ont le goût des princes, mais ils vont toujours le chercher à l'étranger. » Et en même temps, les pays qui vivent avec une monarchie sont toujours un peu critiques, mais parce qu'ils ont un peu une vision, surtout en période de crise, une vision un peu notariale, un peu comptable. Combien ça coûte une monarchie? Bon, ça, il faut le dire, ça coûte 3 fois moins cher qu'une république, parce qu'il n'y a pas d'élection présidentielle. Et surtout, ça rapporte 5 fois plus, parce qu'évidemment, il y a le tourisme, et puis il y a justement tous les contrats dont je vous parlais et qui sont signés grâce à la présence d'un monarque qui garantit les contrats dans la durée. Nous avons une question écrite depuis l'Espagne pour Stéphane Bern. Alors pourquoi les pays avec un roi ou une reine sont en général très pro-monarchie? Aucune critique ne semble tolérée dans la presse. Y a-t-il une censure? Demande Inma qui est espagnole. Censure? Au contraire, il n'y a absolument pas de censure. On l'a vu, par exemple, notamment en Espagne, avec parfois les Catalans qui brûlaient des effigies royales. Et la critique existe, évidemment. On l'a vu aussi avec l'accident de chasse du roi d'Espagne. Le roi était obligé, ce qui ne se fait jamais, un chef d'État qui va à la télévision et qui présente ses excuses au peuple espagnol pour une faute de goût, une faute politique aussi. Alors qu'il a réalisé quand même un certain nombre de choses formidables dans sa carrière, dans son règne. Eh bien, il est allé s'excuser pour une chose qu'on lui a reprochée. Non, je crois que la critique est très facile. D'ailleurs, on ne se gêne pas de critiquer les monarchies, d'autant plus qu'eux ne peuvent pas répondre. Les rois, les princes ne répondent pas en Europe. Mais surtout, moi j'essaye de les défendre parce que je trouve que c'est trop facile de les critiquer en permanence pour ce pouvoir qui est symbolique. C'est pas un pouvoir politique, c'est un pouvoir symbolique, un pouvoir moral. Et on a besoin d'un pouvoir symbolique, d'un pouvoir qui garantit le respect de tous les citoyens. Maintenant, je vais poser une question peut-être
pourquoi est-ce que les monarchies en Europe sont toujours les fers de lance de la modernité? Vous prenez les monarchies scandinaves, les monarchies britanniques, toujours en avance par rapport à un pays comme la France sur l'évolution des mœurs, sur le mariage homosexuel, sur un certain nombre de sujets de société. Toutes les monarchies sont en avance sur les républiques. C'est étonnant, non? Vous posez aussi vous-même les questions, vous pouvez répondre à Stéphane Bern sur notre site web. Autre question sur la royauté. Salut, moi c'est Wes du Royaume-Uni ensoleillé. J'ai vu récemment aux infos que les familles royales espagnoles et suédoises avaient des problèmes avec la justice et je voulais savoir si cela pouvait avoir un effet sur leur popularité. Alors les frasques de Carl Gustaf en Suède, le gendre du roi en Espagne pris dans une affaire de détournement de fonds, c'est pas très bien pour les monarchies de manière générale, pour l'image de marque. Alors évidemment, on peut poser des questions sur les scandales qui affectent ou pas les différentes monarchies. Écoutez, dès lors qu'il n'y a pas de prise illicite d'intérêt, dès lors que le souverain lui-même fait son travail convenablement et n'est pas pris ne commet pas d'impair, je crois que là, on ne peut pas le critiquer. C'est vrai que une monarchie, c'est avant tout une famille qui règne. Donc on peut lui reprocher tel gendre. Mais vous voyez, en Espagne, on coupe les branches quand elles sont mortes. Par exemple, le roi a rompu tout lien avec son gendre, dont il a contesté les agissements. Alors le procès n'a pas encore eu lieu, on verra les suites qui seront données. Quant à la vie privée du roi de Suède, elle n'affecte en rien sa position comme souverain de Suède. Oui, mais c'est quand même pas très bien pour lui en tant que symbole, en tant qu'image de marque du pays. Alors, effectivement, en tant que symbole et image de marque du pays, on a pu lui reprocher un certain nombre de choses. Mais on vient de ressortir des faits qui remontent il y a 30 ans. Je crois qu'entre-temps, il a pris du galon, il a mûri d'une certaine manière, il est sorti de son passé de joli cœur ou de prince à frasque, et je crois qu'il a accompli une véritable mission. La monarchie suédoise est extrêmement populaire. Il suffit de voir la foule qui s'est rassemblée pour le mariage de Victoria et de Daniel. J'étais moi-même à ces cérémonies. Vraiment, le peuple suédois était entièrement derrière sa couronne. Donc je crois que là, il n'y a pas de crise de régime, il n'y a pas de crise d'identité qui menace la famille royale. Là où il peut y avoir des crises plus sérieuses, c'est par exemple en Espagne avec la sécession de la Catalogne et le mouvement indépendantiste. Il y a la Belgique avec le roi qui est le ciment de la nation. Et puis peut-être la reine d'Angleterre va-t-elle garantir aussi que l'Écosse reste dans le giron du Royaume-Uni. Voilà, ça ce sont des questions qui sont plus essentielles, me semble-t-il, que de savoir si le roi a eu des liaisons extra-conjugales il y a 30 ans. Une dernière question plus personnelle pour Stéphane Bern dans iTalk. Bonjour, moi c'est Marin et je suis belge. Et donc, monsieur Stéphane Bern, je voulais vous poser une question. Vous qui connaissez tant la royauté, qu'est-ce qui vous a poussé à vous y intéresser autant? Et vous auriez voulu être roi? Absolument, je n'ai aucun fantasme nobiliaire, ni royal, ni princier. Simplement, ma famille est d'origine luxembourgeoise. Et la monarchie luxembourgeoise, la famille grand-ducale, a défendu l'indépendance et l'identité luxembourgeoise. C'était une chose importante parce que ma famille a dû quitter le Luxembourg pendant la guerre quand les nazis sont entrés le 10 mai 40. Et la grande-duchesse Charlotte a vraiment défendu, elle a incarné la résistance à l'ennemi nazi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier quand on a vécu ces drames. Moi, j'ai été élevé dans cet esprit-là que notre famille grand-ducale a défendu notre identité, notre souveraineté, notre indépendance qui était convoitée par des puissants voisins. Donc si on existe encore en tant que nation, nous luxembourgeois, parce que je suis à moitié, eh bien c'est grâce à notre famille grand-ducale. Voilà comment je suis tombé dans cette marmite. J'ai découvert un jour que j'étais aussi français et j'ai essayé de regarder les mérites comparés et de me plonger surtout dans l'histoire. Et quand on apprend l'histoire, on apprend à savoir d'où on vient et peut-être à regarder où on va. Merci beaucoup Stéphane Bern en duplex depuis Paris. Merci au service audiovisuel du Parlement européen ici à Bruxelles. Vous trouverez tous nos futurs invités sur notre site web. N'hésitez pas à poser vos questions. À bientôt sur Euronews.